Ma sœur m'a traité de diabolique pour avoir utilisé le prénom de son bébé, alors je lui ai prouvé à quel point elle avait raison. Depuis que nous étions petites, ma sœur était obsédée par l'idée de tout copier de moi. Elle choisissait les mêmes cours que moi et déchirait mes devoirs. Si j'obtenais de meilleures notes, elle courait se plaindre à nos parents en disant que j'avais détruit les siennes. Elle volait et déchirait mes vêtements, même lorsqu'elle possédait déjà les mêmes, juste pour que je ne puisse plus les avoir. Elle est même allée jusqu'à séduire mon tout premier petit ami et a fini par coucher avec lui, alors qu'elle avait toujours affirmé qu'il n'était pas son genre. Cet épisode a mis fin à notre relation. Nous avons pris des chemins séparés après le lycée et avons même manqué les mariages l'une de l'autre. Il y a environ 1 an, j'ai annoncé sur les réseaux sociaux que j'étais enceinte, et 8 semaines plus tard, ma sœur a fait exactement la même annonce. Le fait est que nous n'avions plus de lien, nous ne nous parlions plus et ne participions à aucun événement commun. Je ne savais même pas si sa grossesse était réelle ou inventée. Jusqu'au jour où j'ai donné naissance à mon fils, Xander. Il y a 1 semaine, j'ai reçu des félicitations de tout le monde, et 3 jours plus tard, ma sœur m'a appelé pour la première fois depuis plus de 10 ans. Elle n'a pas dit bonjour ou quoi que ce soit, elle s'est mise à hurler si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Elle a commencé à crier que je lui avais volé le prénom de son bébé, celui dont elle aurait rêvé depuis l'enfance. C'était un mensonge. Elle avait toujours dit vouloir appeler son enfant Kai, coïncidence ou pas, le prénom que j'avais envisagé pour mon fils lorsque j'étais plus jeune. Ma sœur a déversé sa colère pendant 40 minutes d'affilée, m'accusant d'avoir tout calculé pour la blesser. Selon elle, j'étais une copieuse pathétique, incapable d'avoir une idée originale, et j'avais dû voler le prénom de ma sœur enceinte, qui méritait plus de bonheur que moi. Quand j'ai essayé de lui expliquer que nous ne nous étions pas parlé depuis 10 ans et que je ne pouvais pas savoir quel prénom elle voulait, elle a raccroché et appelé notre mère pour lui dénoncer ma soi-disant cruauté. Ma mère, consciente de notre relation, a refusé de prendre parti, ce qui a plongé ma sœur dans une rage folle. En quelques heures, elle a publié un manifeste de 3000 mots sur Facebook à propos des femmes qui volent les prénoms des bébés de membres de leur famille enceinte. Tout le monde savait qu'elle parlait de moi, car elle avait tagué la moitié de nos proches. Je savais qu'elle voulait que je réagisse, mais je ne l'ai pas fait, et cela l'a rendue encore plus folle. Les messages ont commencé à arriver à minuit et n'ont cessé qu'à l'aube, des centaines de textos m'insultant, me traitant de pathétique, diabolique, malade et brisée. Elle est même allée jusqu'à menacer de venir chez moi pour reprendre ce qui lui appartenait. Après le 20e appel délirant en 2 jours, chacun plus dérangé que le précédent, j'ai enfin commencé à tout enregistrer sur le téléphone de mon mari. Et Dieu merci je l'ai fait, car une nuit, elle a appelé d'un numéro masqué à 3 heures du matin. Sa voix était différente cette fois-là, plate et froide, comme si elle avait franchi une ligne terrifiante dans son esprit. Elle a dit que si elle ne pouvait pas appeler son bébé Xander, alors peut-être qu'elle ne devrait pas avoir de bébé du tout. Le stress que tu m'as causé pourrait me le faire perdre, de toute façon, a-t-elle dit. Ou peut-être que je vais juste accélérer le processus. Ce serait ta faute, tu sais. Tu as tué mon bébé en lui volant son nom. Mon sang s'est glacé. Elle a continué à parler avec cette voix morte, expliquant comment tout serait de ma faute, comment j'avais assassiné son enfant en lui retirant son identité. Elle a décrit en détail comment elle comptait s'y prendre, les méthodes qu'elle avait recherchées, comment tout le monde saurait que c'était moi qui l'avais poussé à bout. Je tremblais tellement que j'avais du mal à tenir le téléphone. L'enregistrement a capté chaque mot terrifiant, pendant 7 minutes entières. Je n'ai même pas répondu, j'ai juste raccroché et réveillé mon mari pour tout lui raconter. Nous avons tout analysé ensemble, et c'est ainsi que nous avons mis en place le piège. Le lendemain matin, quand tout était prêt, j'ai pris une grande inspiration et j'ai appelé ma sœur. Avec une fausse voix abattue, je lui ai dit qu'elle pouvait avoir le prénom Xander, que la vie d'un bébé valait plus qu'un prénom. Elle a littéralement hurlé de victoire. Elle m'a demandé ce que ça faisait de finir 2e. J'ai eu envie de l'étrangler à travers le téléphone, mais je ne l'ai pas fait. J'ai feint la défaite pendant les semaines qui ont suivi. À mesure que la date de son accouchement approchait, elle devenait de plus en plus arrogante. Elle disait à tout le monde sur les réseaux que j'avais enfin avoué être une voleuse et une copieuse. Elle postait des échographies avec « bébé Xander » écrit dessus, me taguant à chaque fois. Je suis restée silencieuse,
car je savais ce qui allait arriver. 4 semaines plus tard, notre mère m'a appelé de l'hôpital, en larmes, incapable de former des phrases cohérentes. Je n'ai pu m'empêcher de sourire, car je savais ce qu'elle allait me dire. Ma sœur venait d'accoucher de son petit Xander lorsque 2 assistantes sociales, accompagnées de 3 agents de sécurité, sont entrées dans la chambre. Elles ont expliqué qu'elles étaient là pour une vérification obligatoire du bien-être de l'enfant. Au moment où elles ont prononcé ces mots, ma sœur s'est mise à rire comme dans un film d'horreur. Elle pensait qu'elle plaisantait, jusqu'à ce qu'elle sorte une copie de l'enregistrement audio que je leur avais remis. D'après ce que m'a raconté ma mère, son visage est devenu livide. Elle a compris ce qui se passait et est immédiatement entrée dans une crise de folie. Elle serrait le nouveau-né si fort que les infirmières ont commencé à s'inquiéter visiblement. À propos de la circulation sanguine du bébé, les autorités se sont précipitées pour vérifier s'il respirait correctement, et c'est à ce moment-là qu'elle a saisi la tige métallique de la perfusion et l'a balancée comme une batte de baseball. Le sang de son accouchement coulait encore le long de ses jambes alors qu'elle reculait dans un coin, lançant du matériel médical sur quiconque s'approchait. Elle ne voulait pas lâcher prise. L'équipe de sécurité a formé une barrière protectrice pendant qu'un psychiatre tentait de la calmer, mais elle n'écoutait personne. Elle hurlait sans cesse que c'était moi qui l'avais poussée à bout, que je l'avais forcée à agir ainsi en volant le prénom de son bébé. Les infirmières ont réussi à lui arracher le bébé des bras juste au moment où elle s'est effondrée, affaiblie par la perte de sang. Je me suis rendue à l'hôpital malgré les protestations de mon mari, il pensait que je devrais rester loin de tout ça, mais j'avais besoin d'aller jusqu'au bout. Dès que j'ai franchi les portes des urgences, j'ai entendu ces hurlements venir de quelque part dans le bâtiment. Ce son m'a glacé le sang. Les agents de sécurité ont d'abord essayé de m'arrêter, mais quand je leur ai expliqué que j'étais la sœur dont elle ne cessait de parler, ils ont échangé un regard et m'ont laissé passer. L'un d'eux m'a escorté jusqu'à l'aile psychiatrique, où il l'avait transférée après l'avoir stabilisée physiquement. La scène dans sa chambre était chaotique. Elle s'était barricadée derrière un lit d'hôpital renversé, serrant à nouveau son bébé contre elle. Les infirmières tentaient de la calmer, mais elle répétait toujours les mêmes mots. C'est elle qui m'a fait dire ces choses. Elle sait ce qu'elle a fait. Les pleurs du bébé s'affaiblissaient, étouffés par l'étreinte trop forte. J'ai poussé le garde et suis entrée dans la pièce. Dès que nos regards se sont croisés, une haine pure a embrasé ses yeux. « Dis-leur pour la Floride », a-t-elle hurlé. « Dis-leur pourquoi j'ai dû menacer mon bébé, la Floride. » Mon esprit s'est emballé. Je n'étais jamais allée en Floride avec elle. Nous n'avions pas voyagé ensemble depuis notre enfance. Ma confusion a dû se lire sur mon visage, car elle s'est mise à rire, ce même rire déséquilibré que j'avais déjà entendu. Le psychiatre de l'hôpital est arrivé, une femme calme aux cheveux grisonnants. L'attitude de ma sœur a changé instantanément, elle s'est mise à sangloter, parlant de la perte de son premier bébé, puis elle a commencé à répéter le 15 octobre encore et encore. Mon sang s'est glacé. Le 15 octobre, c'était le jour où j'avais annoncé ma grossesse. Ma mère s'est tournée vers moi avec un regard étrange. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu lui avais rendu visite en octobre ?» Je ne lui ai pas rendu visite, ai-je insisté, mais maman sortait déjà son téléphone. Elle m'a montré une photo qui m'a fait fléchir les genoux. C'était moi, debout devant la porte de ma sœur, visiblement enceinte, datée du 15 octobre. Mais je n'avais absolument aucun souvenir de cela. « Tu es venu te vanter ?» a hurlé ma sœur. « Tu m'as dit que tu allais l'appeler Xander pour me blesser. » Les pleurs du bébé se sont arrêtés net. Du sang s'écoulait au sol, elle avait déchiré ses points de suture. Les agents de sécurité ont agi immédiatement, mais moi, je suis restée figée, hypnotisée par cette photo. Comment aurais-je pu être à un endroit dont je n'avais aucun souvenir ? Les infirmières ont récupéré le bébé pendant que je consultais frénétiquement l'historique de localisation de mon téléphone pour le 15 octobre. Il indiquait que j'étais restée chez moi toute la journée, comme je m'en souvenais. Sauf qu'il y avait une coupure de 2 heures dans les données, comme si mon téléphone avait été éteint ou en mode avion. Le mari de ma sœur a soudainement fait irruption dans la pièce, les yeux écarquillés, paniqué. « C'est vrai ? Tu es vraiment venu ce jour-là ? Elle est obsédée par ta visite, elle en parle sans cesse. » Mon téléphone a vibré. Un message de mon cousin, qui attendait dans la salle, disait «
maman vient de raconter à tout le monde que tu es venu en octobre. Qu'est-ce que tu lui as dit? L'assistante sociale de l'hôpital s'est approchée de moi prudemment. Elle a dit que l'enregistrement que j'avais fourni était inquiétant, mais m'a demandé pourquoi je n'avais pas mentionné une confrontation antérieure lorsque j'avais signalé les menaces de ma sœur. J'ai ouvert le rapport que j'avais rempli en ligne. Mes mains tremblaient en lisant les détails que je ne me souvenais pas avoir écrits, mentionnant des contacts précédents, une situation qui s'aggravait depuis octobre. Les services de protection de l'enfance sont arrivés pour interroger les deux familles. Ils ont expliqué qu'ils devaient enquêter sur le modèle de contact que j'avais apparemment initié. Quel modèle? Plus tard, à la cafétéria de l'hôpital, tentant de comprendre tout cela, la voisine de ma sœur m'a approchée. « Je t'ai vu partir ce jour-là », m'a-t-elle dit doucement. « Tu avais l'air bouleversée. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Rentrée chez moi, j'ai immédiatement vérifié les images de la caméra de la sonnette pour le 15 octobre. Mon cœur s'est effondré, elles avaient été supprimées, uniquement ce jour-là. Le journal des suppressions indiquait que cela avait été fait depuis mon compte, avec mes identifiants. Mon téléphone a révélé d'autres éléments troublants, des messages envoyés à ma sœur que je ne me souvenais pas avoir tapés, comme « Je pense à toi, j'espère que tu vas bien », tout au long du mois d'octobre. Comment était-ce possible? J'ai appelé ma meilleure amie, qui a hésité avant d'admettre quelque chose. Tu avais mentionné vouloir lui rendre visite quand tu as appris ta grossesse. Tu avais parlé de faire la paix. J'ai fouillé ma voiture frénétiquement et j'ai trouvé un reçu d'un café situé dans la ville de ma sœur, daté du 15 octobre, payé avec ma carte bancaire. Pourtant, je me souviens clairement avoir été malade chez moi ce jour-là, j'avais même appelé le travail pour m'excuser. J'avais publié un message sur Facebook demandant si d'autres femmes enceintes avaient vécu des pertes de mémoire. En quelques minutes, le message avait été supprimé, par quelqu'un utilisant mon compte. Le prochain choc est venu de la crèche de Xander. Quand je l'avais inscrit un mois plus tôt, j'avais apparemment indiqué ma sœur comme contact d'urgence en octobre, puis je l'avais retiré en novembre. L'écriture sur le formulaire ressemblait à la mienne, mais quelque chose n'allait pas. La meilleure amie de ma sœur m'a contacté avec des captures d'écran de messages où je m'excusais pour ce que j'avais dit lors de cette fameuse visite. Les messages provenaient bien de mon numéro, mais ils ne me ressemblaient pas du tout, le ton était étrange, trop formel. J'ai découvert que l'historique GPS de mon téléphone montrait plusieurs trajets vers la ville de ma sœur tout au long du mois d'octobre, des trajets dont je n'avais absolument aucun souvenir. Chaque visite durait des heures, toujours pendant des périodes où je pensais être à la maison ou au travail. Mon mari a fini par admettre qu'il s'était inquiété pour moi. En octobre, tu étais étrange, m'a-t-il dit. Tu faisais de longues balades en voiture sans dire où tu allais. Je pensais que c'était les hormones de grossesse. Dans le placard de notre chambre, caché derrière de vieux vêtements de maternité, j'ai trouvé un journal de grossesse que je ne me souvenais pas avoir tenu. Les premières pages parlaient de ma volonté de réparer les choses avec ma sœur avant l'arrivée du bébé. Mais plus je lisais, plus l'écriture devenait agitée, presque frénétique. La dernière entrée était datée du 30 octobre, je l'ai encore visitée, elle n'a pas répondu. J'ai laissé la lettre sous la porte. Je n'avais aucun souvenir de lettre, de visite, de rien de tout cela. Pourtant, les preuves s'accumulaient, photos, reçus, textos, données GPS, témoignages. Tout pointait vers une vérité impossible. J'avais visité ma sœur à plusieurs reprises en octobre, j'avais dit et fait des choses dont je ne me souvenais pas, comme si une autre version de moi en avait pris le contrôle. L'avocat de ma sœur m'a envoyé une lettre d'interdiction la semaine suivante, avec des images de sa sonnette. Mon estomac s'est noué. 5 vidéos distinctes me montraient devant sa porte à différentes dates en octobre. La première, j'avais l'air normal, je frappais poliment. Dans la dernière, je martelais la porte avec une expression de rage déformée, parlant visiblement à quelqu'un qui n'était pas là. L'horodatage de cette dernière vidéo indiquait 15h47 le 28 octobre. Je suis allé voir mon agenda professionnel, j'étais en réunion client à cette heure précise, avec 12 témoins. Mon supérieur a confirmé que je n'avais pas quitté le bureau ce jour-là. Lors de mon prochain rendez-vous de suivi avec l'OBGYN, j'ai évoqué les pertes de mémoire. Le docteur Martinez a feuilleté mon dossier avec une expression inquiète.
Vous m'avez déjà parlé de ça en novembre, m'a-t-elle dit lentement, des trous de mémoire pendant la grossesse. Vous ne vous en souvenez pas? Je l'ai regardée, hébétée. Elle m'a montré ses notes du 12 novembre, décrivant en détail mes propos sur des pertes de temps et des heures manquantes. Le rendez-vous avait duré 1h30. Je n'en avais aucun souvenir. Ce soir-là, j'ai fouillé mes brouillons de mai et j'ai trouvé des messages non envoyés à ma sœur, tous datés d'octobre. Leur progression m'a glacé le sang, au début conciliant, parle-moi, s'il te plaît, puis désespéré, je sais que tu es là, et enfin, le dernier, daté du 29 octobre, qui m'a fait trembler, je vais utiliser ce prénom, que ça te plaise ou non. Ma mère m'a appelé ce soir-là, sa voix lourde de culpabilité. Ta sœur m'a appelé tout au long du mois d'octobre. Elle pleurait, elle disait que tu la harcelais. Je croyais qu'elle exagérait, comme toujours. Mais elle avait peur. J'ai tout noté. Elle m'a envoyé ses notes par mail, 23 appels entre le 15 et le 31 octobre, décrivant en détail mes visites. D'après elle, j'étais de plus en plus agitée, exigeant qu'elle me parle de ce qui s'était passé avec le bébé. Le lendemain matin, ma sœur a publié ses dossiers médicaux sur les réseaux sociaux, preuve de saignements liés au stress pendant tout le mois d'octobre. Les notes du médecin mentionnaient explicitement le harcèlement familial comme facteur aggravant. Les commentaires ont explosé, me traitant de monstre. Au rendez-vous pédiatrique de mon fils, la réceptionniste a ouvert notre dossier d'octobre. Vous avez pris rendez-vous pour le petit Xander le 16 octobre, m'a-t-elle dit joyeusement. Ma bouche s'est asséchée. Le 16 octobre, c'était le lendemain de l'annonce de ma grossesse, et le jour présumé de ma visite chez ma sœur. Je n'avais officiellement choisi le prénom qu'en décembre. J'ai contacté un neurologue spécialisé dans les troubles cognitifs liés à la grossesse. Mais en appelant pour confirmer le rendez-vous, ils m'ont dit que j'étais déjà patiente. Vous avez vu le docteur Patel en novembre, a expliqué la réceptionniste. Souhaitez-vous un suivi? Le rapport du docteur Patel est arrivé par mail. Il décrivait des épisodes dissociatifs, probablement déclenchés par l'anniversaire d'un traumatisme d'enfance. Le rapport précisait que je résistais à reconnaître ces épisodes malgré l'épreuve. Ce qui m'a le plus troublé, c'est sa dernière note, la patiente nie les épisodes. Elle est convaincue qu'elle vit tout de manière cohérente. Tout s'est éclairé quand j'ai réalisé ce que représentait le 15 octobre, c'était le 20e anniversaire du jour où ma sœur avait révélé à nos parents qu'elle avait couché avec mon petit ami du lycée, le jour où notre relation s'était brisée irrémédiablement. Le quartier de ma sœur était équipé de caméras de sécurité à l'entrée. Son mari m'a envoyé les images par l'intermédiaire de son avocat. On y voyait ma voiture tourner en rond autour du pâté de maison pendant des heures à plusieurs dates d'octobre. Dans une vidéo du 22 octobre, la caméra m'a filmé à travers le pare-brise, je sanglotais de manière incontrôlable en conduisant en rond. Elle a installé les caméras après ta première visite, m'a expliqué son mari dans un mail de suivi. Tu ne semblais pas toi-même. Elle a eu peur. Elle pensait que tu pourrais te faire du mal ou blesser quelqu'un. J'ai pris un rendez-vous en urgence avec ma thérapeute. Lire les notes de nos séances de novembre, c'était comme lire la vie de quelqu'un d'autre. Elle y avait consigné que je travaillais sur une culpabilité liée à un affrontement familial, mais que je ne me souvenais pas des détails. D'après ces notes, je la voyais chaque semaine en novembre pour traiter le traumatisme familial qui refaisait surface pendant la grossesse. Chez moi, d'autres preuves ont surgi, dissimulées dans des endroits étranges, dans de vieilles boîtes à chaussures, derrière des livres, sous le lavabo. J'ai trouvé des lettres brouillons à l'intention de ma sœur, des photos de nos enfants, et des tests de grossesse datés d'octobre. Une lettre, froissée et tachée d'eau, ne contenait qu'une seule phrase glaçante, tu peux le reprendre. Le reprendre, qui? Mon ex du lycée? Notre père? Le bébé? Je n'arrivais pas à comprendre ce que mon mois d'octobre voulait dire. Ma sœur m'a enfin envoyé un message directement, je te pardonne pour octobre. Je sais que tu n'étais pas toi-même. Mais ne fais pas comme si ça n'avait pas eu lieu. Cherche de l'aide. L'écart de 2 heures dans mon historique du 15 octobre m'obsédait. Les caméras de sécurité de plusieurs commerces montraient ma voiture en route vers chez ma sœur, puis plus rien, avant de la voir revenir chez moi 2 heures et 13 minutes plus tard.
Que s'était-il passé pendant ces heures manquantes? Les dossiers médicaux de ma sœur, assignés à comparaître dans le cadre de l'enquête pour la garde de l'enfant, ont révélé une vérité dévastatrice. Elle était enceinte avant le mois d'octobre et avait perdu son bébé le 14 octobre. Le certificat de décès indiquait le prénom de l'enfant, Xander. J'ai vérifié les relevés téléphoniques de ma mère, elle m'avait appelé à 23h47 le 14 octobre, un appel qui avait duré 43 minutes. Elle avait donc dû me parler de la perte de ma sœur. Et dès le lendemain, j'avais annoncé ma grossesse. Ma mère s'est effondrée quand je l'ai confrontée. Je t'ai supplié de la contacter, sanglotait-elle. Tu m'as promis que tu ferais preuve de sensibilité, que tu attendrais pour annoncer ta grossesse, mais le lendemain matin, tu l'as postée partout. Mon mari a retrouvé l'historique des recherches du 14 octobre sur notre ordinateur partagé. Les recherches avaient commencé à 23h52, juste après l'appel de ma mère, idée d'annonce de grossesse, prénom rare pour bébé, signification du prénom Xander. L'horodatage indiquait que j'avais recherché spécifiquement le prénom Xander à minuit, le 15 octobre, quelques heures après avoir appris que ma sœur venait de perdre un bébé portant ce prénom. L'horreur de ce que j'avais fait m'a submergée. J'avais appris que ma sœur avait perdu son bébé Xander, puis j'avais annoncé ma grossesse en utilisant ce même prénom, dès le lendemain. Pas étonnant qu'elle se soit effondrée, qu'elle ait cru que je l'avais fait pour la blesser. Je suis allée chez ma sœur, désespérée d'avoir des réponses sur ses visites d'octobre. Elle a refusé de me voir, mais son mari m'a donné rendez-vous dans un café. Il m'a fait écouter l'enregistrement de la sonnette lors de ma première visite. Ma propre voix, étrange et distante, sortait de son téléphone. J'ai toujours aimé le prénom Xander. Je vais l'utiliser. En fouillant dans mes messages supprimés, j'ai trouvé des textos envoyés à mon mari le 15 octobre, je suis allée voir ma sœur. Ça s'est mal passé. Je crois que j'ai dit quelque chose d'horrible. Mais quand je lui ai demandé, il n'avait aucun souvenir d'avoir reçu ces messages. Ma meilleure amie a fini par me dire toute la vérité, le 15 octobre, c'est moi qui t'ai conduite chez ta sœur, a-t-elle avoué. Tu m'as appelé après que ta mère t'ait parlé du bébé. Tu étais hystérique, incohérente. Je ne pensais pas que tu devrais conduire. Elle m'a décrit ce trajet avec précision, tu répétais sans cesse, elle ne peut pas tout avoir. Encore et encore. Tu avais l'air en transe. Quand on est arrivé, tu m'as dit d'attendre dans la voiture. Tu es resté à l'intérieur pendant 2 heures. Quand tu es revenu, tu étais calme, presque sereine. Tu m'as dit que tout allait bien et tu m'as demandé de te ramener. Je n'avais aucun souvenir de tout cela, ni l'appel, ni le trajet, ni la visite. Une séance d'urgence avec ma thérapeute s'est centrée sur la dissociation due au traumatisme. Vous avez peut-être vécu un épisode dissociatif complet en apprenant la coïncidence autour du prénom, m'a-t-elle expliqué. Votre esprit ne pouvait pas supporter l'idée que vous aviez toutes deux choisi le même prénom de manière indépendante. Mais ensuite, une connexion plus profonde m'a frappé. Xander était le diminutif d'Alexander, le prénom de notre père. Celui qu'il disait vouloir donner à un fils, s'il en avait eu un. Nous essayions toutes les deux d'honorer notre père décédé à travers nos bébés. Le mari de ma sœur m'a montré les entrées de son journal datant d'octobre, elle est venue ici pour me blesser, disait l'une. Elle savait pour Xander. Elle a choisi ce prénom pour me détruire. Mais d'autres pages montraient de la confusion, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé après son départ. Pourquoi ai-je des bleus sur les bras? Est-ce que je me suis fait ça moi-même? Ma mère a révélé la dernière pièce du puzzle, ton père voulait un fils, tellement. Il disait toujours que s'il avait un garçon, il l'appellerait Alexander. Il vous appelait toutes les deux ces échecs ratés d'Alexander. Elle a murmuré cela, comme si elle avait honte. Je croyais que vous aviez oublié. Mais nous n'avions pas oublié. Nous avions enfoui tout cela si profondément que nous avions toutes deux choisi d'appeler nos fils d'après un père qui nous voyait comme des déceptions. Nous nous battions pour l'approbation d'un homme mort, utilisant nos bébés comme armes dans une compétition née de nos esprits traumatisés. J'ai commencé à récupérer des fragments de mémoire, moi, debout devant la porte de ma sœur, son visage lorsqu'elle m'a vue enceinte et rayonnante, les mots acides sortant de ma bouche comme du poison. Mais ces souvenirs semblaient irréels, comme un rêve brumeux. Une séance d'hypnose a révélé le pire,
Sous hypnose, j'ai revu la scène où je lui disais « Papa aurait aimé mon bébé plus que le tien ». C'était la chose la plus cruelle que j'aurais pu dire à une femme qui venait de perdre un enfant. La thérapeute a dû interrompre la séance tant je devenais hystérique. Ma sœur a commencé à laisser des messages vocaux à toute heure. « Tu te souviens quand papa nous appelait ces échecs d'Alexander ? Tu te souviens de la façon dont il nous regardait, déçu ? Tu te souviens comment on s'était promis qu'il ne gagnerait jamais ? » Nos maris se sont rencontrés en secret pour discuter de leurs inquiétudes. Je l'ai découvert lorsque mon mari a laissé sa messagerie ouverte. Ils envisageaient tous deux de nous quitter, de prendre les bébés avec eux, convaincus que nous représentions un danger pour nos enfants. Ils avaient commencé à documenter nos comportements, à construire des dossiers pour obtenir la garde exclusive. La découverte la plus troublante est venue lors d'une séance de thérapie de couple. Mon mari a révélé que je faisais le même cauchemar depuis des mois, notre père, tenant un petit garçon dans ses bras, se détournant de nous avec dégoût. Le mari de ma sœur a signalé qu'elle faisait exactement le même rêve. Une évaluation psychologique ordonnée par le tribunal a été accablante. L'évaluateur a noté que nous présentions toutes deux des signes de troubles de stress post-traumatique complexes, déclenchés par la grossesse et la parentalité. Les sœurs présentent une pathologie remarquablement similaire, indiquait le rapport. Elles revivent toutes deux un traumatisme d'enfance à travers leur maternité. Le juge du tribunal familial a ordonné une garde surveillée uniquement. Nous avons toutes deux perdu temporairement la garde de nos enfants, qui ont été confiés à nos familles respectives par alliance, pendant que nous suivions une thérapie obligatoire axée sur les traumatismes. La scène au tribunal était irréelle, deux sœurs qui ne s'étaient pas parlé depuis des décennies, assises côte à côte, perdant leurs enfants pour la même raison. En thérapie de groupe pour survivants de traumatisme, nous avons rencontré une autre femme vivant des dynamiques similaires avec sa propre sœur. Elle nous a prises à part après une séance « J'avais une sœur comme toi aussi », dit-elle doucement. Nous nous sommes battus pour l'amour de notre père jusqu'au jour où elle est morte. Elle s'est ôté la vie plutôt que de perdre face à moi. Ne laissez pas cela aller aussi loin. Les séances de thérapie communes imposées par le tribunal ont commencé. C'était la première fois depuis 20 ans que ma sœur et moi étions assises dans la même pièce de notre plein gré. Aucune de nous ne pouvait parler. Nous nous sommes juste regardées, deux femmes brisées par le même fantôme. Notre thérapeute nous a poussés à affronter le problème central. Vous ne vous battez pas pour un prénom, a-t-elle dit doucement, vous vous battez pour savoir laquelle mérite d'exister aux yeux de votre père. Nous avons toutes deux éclaté en sanglots, le même son brisé provenant de deux gorges différentes. Lors d'une séance, je me suis souvenu d'un autre détail d'octobre, j'avais parlé à ma sœur de mes fausses couches passées. 3 pertes au fil des années. Chaque bébé portait le prénom Alexander. Dans mon esprit, j'essayais depuis 2 décennies de donner à mon père le fils qu'il n'avait jamais eu. La confession de ma sœur reflétait la mienne, elle avait perdu 4 grossesses, toutes des garçons qu'elle avait prévu de nommer Alexander. Nous étions toutes deux enfermées dans le même cycle, tentant de mériter l'approbation paternelle à travers la maternité. Elle a admis qu'elle avait elle aussi vécu des épisodes de blackout. Des caméras de surveillance de mon immeuble l'avaient filmée à plusieurs reprises en novembre et décembre, debout à l'extérieur, fixant mes fenêtres, sans aucun souvenir de ses visites. Nos belles-mères ont déposé une demande de droit de visite grand-parentale, invoquant notre délire partagé comme preuve que nous étions inaptes à être mères. Les documents juridiques nous décrivaient comme 2 femmes si abîmées par des traumatismes d'enfance qu'elles représentaient un danger pour leurs propres enfants. Le juge du tribunal de la famille a posé une question qui nous a brisées toutes les deux, avez-vous envisagé que le prénom de votre père puisse être le déclencheur de ces épisodes ? En donnant son nom à vos enfants, vous perpétuez peut-être le cycle du traumatisme. Nous avons découvert la vérité la plus bouleversante en consultant le certificat de décès de notre père. Il était mort le 15 octobre, il y a 30 ans. Chaque 15 octobre, nous revivions inconsciemment le traumatisme de sa mort. Ma sœur avait perdu sa première grossesse un 15 octobre. Moi, j'en avais perdu une 5 ans auparavant, puis une autre 3 ans plus tard, toujours à cette date. Notre mère a fini par nous dire toute la vérité sur notre père. Il avait été émotionnellement abusif, surtout à cause du fait qu'il n'avait pas eu de fils. Il nous tenait responsables d'être des filles, nous disait que nous étions des déceptions, et nous obligeait à nous battre pour le peu d'affection qu'il daignait accorder.
Je pensais vous protéger en n'en parlant jamais, a-t-elle sangloté. Je croyais que vous oublieriez. Ma sœur et moi avons reconstitué ce qui s'était passé le 15 octobre, nous avions toutes deux complètement dissocié. Les caméras de sécurité ce jour-là montraient quelque chose d'impossible, nous étions toutes deux chez l'autre au même moment. J'étais à sa porte pendant qu'elle se trouvait à la mienne. Deux femmes traumatisées, jouant des scènes imaginaires avec des fantômes. Un neurologue spécialisé dans les traumatismes nous a expliqué que c'était possible. Nous avions peut-être toutes les deux vécu des états de fugue simultanés. Vos cerveaux tentaient de réécrire l'histoire, a-t-il expliqué, de réparer ce qui ne pouvait l'être. J'ai trouvé sur mon téléphone des vidéos dont je ne me souvenais pas, des heures d'enregistrement où je m'exerçais à parler à ma sœur, à tenir des conversations dans des pièces vides. Elle avait des vidéos similaires sur le sien. Nous répétions des affrontements qui n'avaient jamais réellement eu lieu. Le papier vierge que j'avais soi-disant glissé sous sa porte s'est révélé l'être vraiment, une feuille blanche, retrouvée par son mari, cachée derrière le paillasson, portant uniquement mes empreintes digitales floues. Les dialogues que nous pensions avoir eu l'une avec l'autre étaient en réalité des monologues que nous avions enregistrés sur les applications dictaphones de nos téléphones. Nos fils se sont rencontrés pour la première fois dans un centre de visite surveillé, 3 semaines plus tard. Ils ne se ressemblaient en rien, sauf dans l'expression hantée de leur mère, que nous pouvions voir à travers la vitre d'observation. Les deux garçons étaient calmes, heureux, totalement inconscients de la tempête émotionnelle qui tourbillonnait autour de leur existence. Ce soir-là, j'ai découvert quelque chose qui m'a fait trembler. Ma sœur et moi nous envoyions des textos pendant notre sommeil, des conversations entières dont aucune de nous ne se souvenait. Les messages révélaient notre peur la plus profonde, d'une clarté numérique glaçante. Nous étions en train de devenir notre père, obsédés par un prénom, détruisant nos familles à cause de quelque chose qui ne signifiait rien pour personne, sauf pour nous. Lors de la séance suivante, j'ai proposé que nous changions toutes les deux les prénoms de nos enfants. La réaction de ma sœur a été viscérale. Elle a agrippé les accoudoirs de sa chaise si fort que ses jointures sont devenues blanches. Alors il gagne, a-t-elle murmuré. Alors nous restons les ratés. Le il, c'était notre père, toujours en train de nous contrôler depuis la tombe. Un gardien du cimetière a appelé ma mère la semaine suivante, il avait remarqué quelque chose d'étrange. 2 femmes venaient visiter la même tombe le 15 de chaque mois, laissant des jouets pour Alexander. Les images de sécurité ont confirmé ce qu'ils soupçonnaient, nous visitions toutes les deux régulièrement la tombe de papa, parfois à quelques minutes d'intervalle. Puis est venue la révélation qui a tout changé, le gardien a mentionné que parfois, nous venions ensemble. Apparemment, nous avions des conversations normales au bord de la tombe, avant de repartir chacune de notre côté. Aucune de nous n'avait le moindre souvenir de ces visites communes. Mais les vidéos de surveillance du cimetière étaient sans équivoque, mois après mois, nous nous retrouvions à la tombe de papa, dans ces états dissociés. Nous nous appelions par les surnoms de notre enfance, des noms que nous n'avions pas utilisés depuis 20 ans. Nous nous prenions dans les bras, nous parlions calmement, parfois même nous rions, avant de monter dans nos voitures respectives et de repartir, sans garder le moindre souvenir conscient de ces moments. Notre thérapeute nous a suggéré quelque chose qui nous a terrifiés. Nos esprits conscients étaient incapables de gérer la réconciliation. Alors nos parts traumatisées se rencontraient en secret, maintenant une relation que nous ne pouvions plus atteindre à l'état éveillé. La question est devenue: devions-nous suivre une thérapie intensive pour intégrer ces parts dissociées et retrouver tous nos souvenirs? Le risque était une décompensation psychologique totale. La récompense potentielle, c'était la liberté. La liberté de sortir du cycle qui nous avait piégés pendant 30 ans. Nous avons accepté d'essayer, en nous tenant la main dans la salle d'attente, comme les enfants que nous avions été. La première séance de thérapie intensive sur les traumatismes a fait remonter des souvenirs que j'avais enfouis si profondément qu'ils me semblaient fictifs. Ma sœur et moi nous étions autrefois protégés des colères de notre père. Nous avions pris des coups l'une pour l'autre, menti pour nous couvrir mutuellement, étaient des alliés inséparables face à sa déception. Le souvenir qui nous avait séparés est réapparu lors de la 3e séance, le jour où papa nous avait dit qu'il nous aimerait si nous étions des garçons. Nous avions alors commencé à nous battre pour devenir Alexander à ses yeux. Pas physiquement, mais nous étions rentrés en compétition pour incarner le fils qu'il aurait voulu, le sport, les cheveux courts, le rejet de tout ce qui était féminin.
Nous nous étions retournés l'une contre l'autre, désespérés d'obtenir son approbation. Le traitement a trop bien fonctionné. Les souvenirs ont afflué plus vite que nous ne pouvions les digérer. Des choses que nous avions faites enfant, qui reflétaient parfaitement notre comportement adulte. Les mêmes schémas, la même compétition désespérée, les mêmes blessures infligées encore et encore. Nous avons toutes deux été brièvement hospitalisées lorsque l'intensité des souvenirs est devenue insoutenable. Nos enfants sont restés sous la garde de leur père, tandis que nous tentions de reconstruire nos esprits brisés. L'ironie ne nous échappait pas, nous avions perdu nos enfants en essayant de guérir de la perte de l'amour paternel. Puis, ma mère a fait une découverte qui a tout bouleversé. En nettoyant le grenier, elle a trouvé le journal de papa, datant d'avant notre naissance. Page après page, la vérité s'est révélée, il n'avait jamais voulu d'enfant. Alexander n'était même pas un prénom qu'il avait choisi, c'était celui de son propre père, un homme qu'il détestait. Le nom qui avait détruit nos vies ne signifiait rien pour lui. Il n'avait pas été déçu par nous, il avait été indifférent. Nous avions inventé ce rejet, créé cette compétition, et nous nous étions détruites pour une préférence fantôme qui n'avait jamais existé. Maman a confirmé ce que le journal révélait, il nous remarquait à peine, absorbés dans ses propres luttes pour réussir à se soucier de ce que nous étions ou de nos prénoms. Ma sœur et moi nous sommes retrouvés une dernière fois sur la tombe de papa, toutes deux pleinement conscientes, nous souvenant de tout. Nous sommes restés là en silence, face à la pierre tombale d'un homme qui n'avait jamais pensé à nous autant que nous avions pensé à lui. La décision de changer les prénoms de nos fils est venue simultanément. Non pas par honte ou défaite, mais par un besoin désespéré de les libérer du poids de notre traumatisme. Au tribunal, nous avons rempli les formulaires séparément, en convenant de ne pas partager nos choix avant que les changements légaux ne soient finalisés. Quand la greffière nous a remis nos copies, nous avons regardé les formulaires de l'autre. Nous avions toutes les deux choisi des prénoms signifiant « paix » dans des langues différentes. Non parce que c'était prévu, mais parce que c'était tout ce que nous voulions à présent, la paix. La paix après la guerre que nous avions héritée et alimentée. La garde conjointe a été rétablie 6 mois plus tard, accompagnée de séances de thérapie obligatoires chaque semaine. Nous étions devenus des personnes différentes, ou peut-être étions-nous enfin devenus celles que nous avions toujours été, sous les couches de traumatisme. Les rapports des visites supervisées notaient nos progrès remarquables en matière de régulation émotionnelle et de relations interpersonnelles. La première fois que nous avons emmené nos fils au parc ensemble, sans supervision, nous nous sommes assises sur des bancs opposés. Pas encore prêtes à être proches, mais plus en fuite non plus. Les garçons jouaient dans le bac à sable entre nous, riant dans le langage universel des tout-petits, inconscients de l'importance du moment. Ils avaient l'air de frères, car c'est ce qu'ils étaient, des cousins unis par les blessures partagées de leur mère et leur lente guérison. Mon téléphone a vibré. Un message de ma sœur, je me souviens d'avoir aimé, autrefois. J'ai tapé en retour, moi aussi, je m'en souviens. Nous ne nous sommes pas étreintes. Nous n'avons pas pleuré. Pas de grande réconciliation dramatique. Nous sommes simplement restés là, deux femmes apprenant à exister dans le même espace sans guerre. 1 an plus tard, nous avons trouvé une routine qui nous convenait. Chaque mois, nous nous retrouvions dans un petit restaurant situé à mi-chemin entre nos domiciles. Nous ne nous asseyions jamais à la même table, mais dans des banquettes adjacentes, dos à dos, nos fils installés dans des chaises hautes à côté de nous. Nous ne parlions pas directement, mais nous pouvions entendre l'autre commander, calmer, parler à son enfant. C'était la forme de relation la plus intime que 2 étrangères partageant tout pouvaient tolérer. Nous ne pouvions pas être des sœurs au sens traditionnel. Trop de dommages, trop de cicatrices. Mais nous pouvions être cela, 2 femmes qui avaient cessé de se battre contre le fantôme de leur père, élevant leur fils sans le poids d'un nom qui avait failli nous détruire. La serveuse qui nous servait chaque mois a fini par nous demander si nous nous connaissions, remarquant que nous arrivions toujours en même temps et que nous nous asseyions toujours de la même façon. Ma sœur a répondu avant moi, on se connaissait. Et c'était la vérité. Nous nous étions connus autrefois, avant que le traumatisme ne nous fracture en morceaux. Aujourd'hui, nous apprenions quelque chose de plus difficile que la réconciliation, comment simplement coexister, comment briser le cycle sans forcer une proximité qui pourrait nous briser à nouveau.
Nos fils grandiraient en se connaissant, mais sans connaître l'histoire qui avait failli empêcher leur existence. Ils seraient cousins, sans le poids de l'histoire de leur mère, libres de construire leurs propres liens, sans le fantôme d'Alexander hantant leur terrain de jeu. La dernière entrée de mon journal thérapeutique résumait ce que nous avions accompli, pas la guérison, mais la fin du mal. Pas la fraternité, mais la fin de la guerre. Ce n'était pas ce dont nous avions rêvé, mais c'était plus que ce que nous avions osé espérer. Et dans les silences entre nos respirations d'os à dos au restaurant, dans le son de nos fils jouant avec les mêmes jouets sans rivalité, dans le simple fait de venir chaque mois s'enfuir, il y avait peut-être quelque chose qui, un jour, pourrait devenir la paix.